On se rappelle de ces échanges de prisonniers qui avaient été faits en partie lors d'une date par la Turquie, mais également plus tard par l'Arabie saoudite, qui joue également ce rôle dans cette partie du monde. Et j'aimerais qu'on écoute Volodymyr Zelensky parce qu'il met fin à une tournée en Europe, il était en France et il était en Allemagne aujourd'hui. Et écoutez ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je vais présenter à Olaf Scholz un plan sur la façon dont nous pensons pouvoir forcer la Russie à la paix, c'est-à-dire comment mettre fin à cette guerre. J'aimerais que ce soit au plus tard l'année prochaine, en 2025, et garantir que l'agression ne sera pas répétée. Christine Dugoin-Clément, comment analysez-vous ces propos? On a vu une certaine évolution de la part de Volodymyr Zelensky, qui était d'accord qu'il y ait un sommet avec la présence de la Russie. Et puis là, on parle très clairement d'une fin de la guerre avant 2025. Est-ce que c'est une volonté vaine ou non? En tout cas, c'est une volonté. Il est évident que quand on fait ce genre de tournée, on va montrer que l'on y croit. Reste à savoir exactement quel sera le détail. Et on a quand même beaucoup d'inconnus encore dans l'équation. Ce qui est sûr, c'est que on a plusieurs choses, des poussées qui se continuent à se faire en Russie, avec probablement un commandement russe qui aura demandé d'intensifier une partie des avancées. Alors, pour plusieurs raisons. Alors on va penser évidemment à la Rasputitsa que maintenant vos auditeurs connaissent très bien, c'est-à-dire l'arrivée de temps qui sont moins pratiques pour les manœuvres, bien que ça puisse encore se faire, mais aussi pour la Russie d'aller le plus vite possible avant, des élections, et deux, pendant que tout le monde regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc on a quand même cette avancée-là côté russe avec une capitalisation, cynique certes, mais on y est habitué maintenant à vraiment avancer sur cette approche-là. Les Ukrainiens ont réellement besoin d'avoir des assurances, des réassurances, d'avoir ce matériel qui continue d'arriver, d'avoir aussi une aide qui soit économique. On va aussi avoir un petit enjeu gazier d'ici la fin de l'année, puisqu'on est à la fin de certains contrats entre les Ukrainiens et Gazprom de l'autre, avec du gaz qui traversait le territoire ukrainien pour aller vers certains pays européens. Donc il va falloir aussi retravailler tout ce genre de choses-là. Donc là, un des gros problèmes de l'Ukraine, c'est de continuer à mobiliser sur son dossier, sur son sujet, et à arriver à pouvoir récupérer des soutiens sur le plan de paix qu'ils vont proposer, puisque c'est un plan de paix qui de toute façon ne pourrait pas se faire sur la simple bonne volonté russe, puisqu'à chaque fois que la Russie a dit qu'elle était prête à faire des négociations, et bien en fait c'était uniquement une capitulation qui était attendue de la part des Ukrainiens. Donc on est dans cette espèce de jeu qui va être assez délicat à mener. Alors que du côté russe, on continue à avoir différentes avancées. Il y a des allégations d'usage d'armes chimiques, notamment sur le territoire. On a énormément de choses qui poussent. Donc c'est un moyen aussi pour les Ukrainiens. Il faut qu'on arrête les choses vite. On tient. Ils essayent aussi de continuer à bénéficier sur les avantages de course, qu'ils ont continué à faire des frappes dans la profondeur, mais il faut qu'ils puissent continuer à exister alors que tous les yeux se tournent, ce que l'on comprend, sur le Moyen-Orient. Est-ce que, très clairement, Vincent Hugeux, les Ukrainiens et l'Occident, alliés des Ukrainiens, peuvent forcer la Russie à la paix? Dans les conditions du moment, pas à la paix juste et équitable, dans le respect de la souveraineté d'un pays agressé, tel qu'on pourrait en rêver. Parce que pendant ce temps-là, la situation sur le terrain continue, soyons clairs, de se dégrader pour l'armée ukrainienne. Oui, ce que disait les Christine, perspectives de l'automne et de l'hiver, entre le pilonnage continu des infrastructures énergétiques et maintenant des attaques ciblées, notamment à Odessa, pour fragiliser ce qui était, par exemple, ces corridors d'exportation des céréales, qui étaient une sorte de pied de nez perpétuel à Moscou. Tout ça, évidemment, est très préoccupant pour un Zelensky qui est venu en fait chez ses alliés traditionnels pour essayer de ranimer une flamme dont il craint qu'elle soit un peu chancelante. Et en réalité, par exemple, si on prend un seul cas d'école,
À ma connaissance, même si Olaf Scholz a tenté de le rasséréner un peu par rapport, vous savez, à cette diminution de moitié de l'aide allemande l'année prochaine, etc., en disant qu'il n'y aurait pas de lâchage et tout, sur la question clé des Taurus, vous savez, ces missiles de précision d'une portée de 500 km environ. Qui pourraient aider à récupérer la Crimée, notamment. Voilà, que réclament à corps et à cri, et depuis des mois, les Ukrainiens. Je n'ai pas beaucoup l'impression que les choses aient bougé. Donc, si vous voulez, c'est toujours pareil. Lorsque Volodymyr Zelensky essaie de reprendre la main en disant la paix en 2025 et à nos conditions, il est hélas plus dans la pensée magique que dans l'analyse géopolitique. On se rappelle également de ces propos de Vladimir Poutine juste avant le sommet pour la paix de Bürgenstock en Suisse, où très clairement Vladimir Poutine avait exposé ses conditions en faisant passer ça pour un message de paix, en disant très clairement « nous on arrête le conflit si on garde les territoires annexés ». Est-ce qu'on va vers cela, Aurélien Duchesne ? C'est malheureusement crédible quand on regarde ce que d'autres disent outre-Atlantique. Ils parlent d'un scénario à la coréenne pour l'Ukraine, c'est-à-dire il y a une ligne de cessez-le-feu. En Corée, c'est la fameuse zone démilitarisée, qui est la zone la plus militarisée de la planète, accessoirement. Là, le scénario ukrainien, ce serait soit on gèle le conflit sur une ligne de front, mais l'Ukraine renonce peu ou prou à ses territoires. Il y a ceux de l'OTAN maintenant qui disent que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Alliance, même sans avoir recouvré la maîtrise des territoires qui sont occupés par la Russie. Cette accumulation de signaux faibles, elle crédibilise d'une part l'idée que la pression que mettront les Occidentaux sur l'Ukraine, ce sera de lâcher des territoires, et aussi elle incite Poutine à penser qu'au fond, le lâche territorial, ça a marché en Crimée, ça a marché en Géorgie, les Français y ont été pour quelque chose malheureusement, ça a marché dans le Donbass, eh bien ça marchera demain pour 20% du territoire ukrainien. Mais justement, c'est la question que je me pose, Christine Dugoin-Clément, c'est-à-dire qu'on a eu Minsk, on se rappelle de ces accords qui voulaient apaiser la situation. Est-ce qu'on revient à ce même style de diplomatie entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire un apaisement en perdant des territoires pour l'Ukraine, des territoires qui, au point de vue du droit international, lui appartiennent, et aller vers un retour de la Russie sur le territoire ukrainien dans quelques années encore? Si on fait ça, en tout cas, c'est extrêmement dangereux, puisque à chaque fois que l'on a eu ces gains territoriaux qui se sont faits de différentes manières, alors par théorie des petits pas ou par théorie des petits hommes verts, vous choisissez. Le seul problème que vous avez, c'est qu'on pense qu'on va acheter de cette manière une forme de paix, et au fin de compte, vous avez une reconstitution, un renforcement, vous avez une nouvelle poussée derrière. Donc ça, c'est un des enjeux. L'Ukraine est tout à fait consciente de ça, et un des autres enjeux que l'on a avec la visite du président Zelensky, c'est d'arriver à pousser quelles seraient ces attentes et ses demandes et ses lignes rouges dans un accord de paix, qu'il arrive quasiment à avoir des soutiens dès maintenant, et que ces soutiens se fassent de manière publique pour qu'il soit difficile de revenir dessus après, notamment si à la suite des élections américaines on se retrouve avec un président Trump qui a très rarement eu des mots durs pour le président Poutine, voire quasiment jamais, et qui annonçait pouvoir mettre fin au conflit en 24 heures. Ce qui faisait dire à Stoltenberg qu'on peut mettre fin à un conflit, oui, mais pas en faisant une fin juste. Mais tout de même, il y avait ce sommet de Ramstein où Joe Biden ne s'est pas rendu parce qu'il y a l'ouragan à l'heure actuelle. Mais tout de même, quand on voit les analystes dans la presse américaine, c'est analysé comme une sorte de désintérêt pour la cause ukrainienne. C'est vrai que cette petite musique flotte, mais ceci ne libérera personne de ce qui me paraît être l'axiome central depuis le début. La paix à tout prix, c'est la guerre pour toujours. Et si l'on s'imagine aujourd'hui que l'en concédant une amputation partielle de l'Ukraine, on va en quelque sorte figer les frontières ad vitam aeternam, on fait preuve d'une immense candeur, et on invite en réalité Poutine à remettre le couvert dans 2, 5 ou 10 ans.